عسلامة ومرحبا بكم في دي جي كلوب، البرنامج اللي يجيب لكم أخبار التكنولوجيا في تونس وفي العالم لموقع THD.tn. دي جي كلوب معكم نادية جنان، ديريكتريس دو ريداكسيون دو THD.tn، في تعويض لزميلي سي وليد نفاتي. دونك اليوم باش نحكيو سيبر سيكوريتي، وباش يكون موجود معنا سي كريم محراس اللي هو CEO دو نتكوم وفيس بريزيدون دو كونكت ديجيتال. دي جي كلوب بودكاست. Merci, Messi Karim. Donc, avant de démarrer l'interview, je voudrais revenir un peu sur ce que vous faites. Donc, si vous pouvez vous présenter rapidement. D'abord, merci pour l'invitation. Anna Karim Mahrez, donc je suis un entrepreneur. J'ai fondé la première société qui a introduit IP en 92 et qui a introduit le premier firewall en Tunisie en 97. Donc, sur le sujet d'aujourd'hui de la cybersécurité, c'est un beau sujet pour moi puisque j'ai été à la base de la réflexion autour de la cybersécurité. Parfait. Donc, justement, je pense il faut absolument revenir sur ce que c'est que cette cybersécurité. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu. Alors, la cybersécurité a suivi l'évolution du numérique dans le monde. Au début, on protégeait essentiellement les réseaux. Quand on installait des produits, ce qu'on appelle les firewalls, etc., c'était pour les réseaux. Ensuite, il y a eu une arrivée énorme d'applications. À l'époque de Facebook, donc dans les années 2000-2006, c'est les applications qui sont devenues très importantes. Et là, je ne veux pas rentrer dans les techniques, puisque la cybersécurité, on ouvrait, on fermait des portes sur les firewalls. Les applications en marche. Sur un port, on avait une application. Après, on devait avoir plus de 900 applications sur un seul port. Donc, la cybersécurité a évolué de l'infrastructure vers l'application. C'est la deuxième génération. On assiste aujourd'hui à une arrivée d'une troisième génération où la surface d'attaque est aquabiesser grâce à l'Internet des objets. Aujourd'hui, on ne parle plus de data d'application. L'arrivée de nouvelles technologies telles que la 5G et la 6G et ce qui va arriver va nous obliger à réfléchir aussi Internet des objets. Et si vous voulez, on va en parler parce que si on veut que l'industrie évolue dans tous les domaines, l'industrie 4.0, la télémédecine, l'assurance, on a besoin d'Internet des objets. Donc on est obligé aujourd'hui de passer au troisième niveau de la cybersécurité. Parfait. Et pour une personne, Elie, ما تفهم حتى شيء في التكنولوجيا وفي الريزو وفي الحكايات هذوما الكل، c'est quoi la cybersécurité? Il faut, alors, quand on met un système d'information, un site web, tout le monde achète sur le web, il faut savoir que derrière, il y a des gens qui sont malveillants, qui sont là pour écouter ce qu'on fait, et même bloquer aussi bien des mobiles portables que des sites web, que ce qu'on a vécu, parce qu'il y a eu différents types d'attaques sur le plan des personnes, mais aussi sur le plan pour les entreprises, les banques, les hôpitaux, etc. Donc la cybersécurité, c'est quelque chose, c'est comme le frein dans une voiture. Pour faire, on a un accélérateur, on a un embrayage, ou si c'est une voiture automatique, pas d'embrayage, mais un frein. Donc, le frein, c'est un peu la cybersécurité. La transformation digitale, c'est l'accélération. Et la cybersécurité, c'est le frein. Parfait. Et sinon, en termes de risques, les risques majeurs ou les plus fréquents en termes quand on parle de cybersécurité? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour des personnes, ça peut être usurpation de données sur les mobiles, etc. Mais ce n'est pas là où c'est grave. C'est grave quand on parle de PME, d'entreprise, d'industrie, quand on parle de banque. Parce que c'est quoi une banque? C'est un organisme de confiance où on met notre argent. Si la banque est attaquée, si l'argent disparaît, eh ben, la banque n'est pas là pour faire son travail. Donc, les banques, avec l'arrivée de l'Internet des objets, il y a de nouvelles attaques sur la santé, etc. Donc, ça dépend. Pour les personnes, c'est leurs données.
Pour les entreprises, c'est carrément les données de l'entreprise, mais ça peut aller plus loin. Et Kenji, on a en termes de vulnérabilité, quelle structure ou quelle entité fait en maison, mais il enclin à être, si on peut se permettre, les risques. Il faut se positionner dans la peau d'un attaquant. Où est-ce qu'il va gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'il va faire? S'il attaque une assurance qui une assurance a été bloquée pendant 15 jours, il peut demander des rançons derrière. D'ailleurs, une des meilleures attaques depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les ransomware. On bloque et on demande de l'argent en bitcoin. Donc, c'est des rançons. Récemment, il y a eu un hôpital en Europe qui a été attaqué. On a demandé 40 bitcoins, donc 300 000 euros à peu près. Et même plus, hein, c'est des montants qui sont demandés pour des banques qui vont au-delà de ces montants-là. Parfait. Saint-Jean-Chahel, Tunis. Oui. Quel est l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, Tunis, nous, on a dit depuis... il faut dire que dans mon parcours, j'ai fait un peu la chambre syndicale de l'UTICA. Aujourd'hui, je suis à Connect. Donc, on a essayé d'aider les différents gouvernements à passer. Et en 2013, lors de la construction du phénomène Tunisie Digital, on a attiré l'attention pour dire que la souveraineté numérique est quelque chose d'important. Et pour que la souveraineté numérique soit là, c'est-à-dire que nos données tunisiennes soient sous le contrôle du gouvernement tunisien, je ne parle pas des personnes. Les personnes, c'est fait. Toutes nos données sont déjà chez Facebook. Nous, on communique à travers Messenger. Et juste une parenthèse par rapport à Facebook, 271 likes sur Facebook et Facebook nous connaît mieux que notre conjoint. Donc, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, sincèrement, moi, je suis en train de voir un peu l'évolution des débats. Le fait de vouloir contrer Facebook, Google, etc., c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qu'il faudrait protéger, c'est là où on a attiré l'attention des gouvernements, c'est nos données sensibles. Quand je dis nos données sensibles, je parle de l'électricité, nos compteurs électriques, je parle de la défense, je parle de la santé, je parle des données de la défense. C'est des données qui ne doivent pas être à la disposition d'autres pays. Parce qu'il s'agit, au XXe siècle, il y avait la colonisation des territoires, on était colonisés, hein, les territoires tunisiens étaient colonisés, algériens, marocains aussi. Aujourd'hui, la colonisation, elle est numérique. Donc, en 2040, si quelqu'un veut éteindre la lumière et qu'on ne contrôle pas les données dans un endroit, avec l'Internet des objets, une entreprise à qui on va donner nos données d'Internet des objets, nos compteurs, etc., seront capables d'agir dans notre pays où on n'a pas le contrôle de nos données, comme si on n'avait pas le contrôle de nos territoires. Parfait. Et est-ce qu'on a éventuellement adopter la bonne stratégie? Je pense qu'on est en retard d'abord. On est très en retard. Depuis 2013, on a dit la première chose à faire, c'est d'abord classifier les données, faire une classification des données. Et je pense que l'ANSSI en Tunisie a commencé à faire une étude là-dessus. D'ailleurs, j'attends de voir les résultats pour dire quelles sont les données sensibles qui doivent rester ici. Pour parler de cloud souverain, de stocker les données en Tunisie, on a besoin de voir la classification des données. Je sais qu'il y a une étude qui a été lancée, qu'on s'est benchmarké avec plusieurs autres pays similaires à la Tunisie, mais aujourd'hui, réellement, je ne vois pas de vision. Peut-être parce que les gouvernements changent, peut-être parce que les ministres changent, mais je pense qu'on a pris beaucoup de retard à cause des différents gouvernements qui sont passés et on n'a pas de vision là-dessus. Parfait. Et sinon, comment est-ce qu'on peut le rattraper, ce retard? Alors, en fait, si on le rattrape avec la vision construite en 2013, c'est déjà dépassé. Donc, l'évolution, et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a en moyenne, 300 000 menaces jour. 300 000 menaces par jour. Et les menaces sont devenues
et les attaques, je veux dire, sont devenues des attaques dirigées par l'intelligence artificielle, par des algorithmes. Donc nous, quand on a dit en 2013, il faudrait réfléchir à la souveraineté, on a pensé data et on n'a pas pensé à l'intelligence artificielle, ni à l'Internet des objets d'ailleurs. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Comment rattraper le retard? Je pense que non seulement il faut aller mettre une vision rapidement pour que les entreprises, notamment on a énuméré 35 OIV, opérateurs d'importance vitale. La STEG, les opérateurs, la CNSS, les banques, les opérateurs d'importance vitale. Non seulement on doit les accompagner pour la sécurité, mais en plus l'État doit réfléchir à une deuxième phase. Aujourd'hui, moi je dis, de par mon poste et peut-être par mon expérience dans ce domaine, on sera incapable de diriger la cybersécurité, puisque aujourd'hui, c'est des États qui attaquent. Donc la Tunisie, comme l'Europe d'ailleurs, doit travailler avec d'autres pays, justement, pour se protéger. En général, mais la vitesse avec laquelle l'intelligence artificielle et la vitesse avec laquelle le monde du numérique est en train d'avancer fait qu'aujourd'hui, moi je dis en 2021, on ne peut pas réfléchir comme en 2013. En 2021, l'État tunisien doit, comme en Europe d'ailleurs, j'ai lu hier, on pourra parler de l'Europe. Oui. C'est un vrai débat, la cybersécurité en Europe. Il faut absolument voir avec d'autres pays ou des constructeurs mondiaux pour pouvoir être en alerte en temps réel, puisque le 21e siècle, c'est le temps réel, des attaques pour pouvoir se protéger et oublier de dire on va nous-mêmes se protéger et être meilleur que d'autres. On ne peut pas être meilleur que la Chine, on ne peut pas être meilleur que l'Iran aujourd'hui, que la Russie, que des pays qui sont spécialisés dans la cybersécurité. Donc, il faut des alliances, il faut des pays qui se regroupent ensemble, travailler sur des visions de cybersécurité. Parfait. Ahna, on reviendra avec plus de détails donc, sur cette stratégie nationale juste après la pause. DigiClub Podcast. Donc, رجعنا معكم في دي جي كلوب. احنا موجودين مع سي كريم مهراس qui est chef d'entreprise Netcom, si ma mémoire est bonne, et vice-président de Connect Digital. هكا ولا؟ Tout à fait. Ben, donc, avant la pause, si Karim, on a défini un peu ce que c'est la cybersécurité. On a donné l'état des lieux, donc, la cybersécurité fi Tunis. Vous avez justement évoqué les retards qu'on accuse à ce niveau. Et on a abordé justement la partie, on s'est arrêté plutôt à la stratégie nationale, Samahni, en matière de cybersécurité. Alors, ma question, il y a des gens qui pensent justement que la stratégie nationale en termes de cybersécurité doit impérativement reposer sur ce qu'on appelle la souveraineté numérique. C'est quoi la souveraineté numérique d'abord? Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut impérativement que la stratégie nationale repose sur ce point? C'est nécessaire pour tous les pays, la souveraineté. C'est comme le territoire. Aujourd'hui, nos données, vous savez, au XXIe siècle, les données sont le pétrole du XXIe siècle. Les données, c'est aujourd'hui, si on voit le chiffre d'affaires de Instagram, de Facebook, tout ça, de Google, tout ça est basé sur nos données. En fait, si un service est gratuit, c'est que vous êtes le client et c'est avec vos données qu'on travaille. Donc aujourd'hui, les pays doivent sauvegarder les données critiques. Parce plus tard, en 2040, on va se rendre compte que si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas le contrôle de nos transports, on n'a pas le contrôle de notre électricité. C'est comme la souveraineté des territoires. Maintenant, la bonne question est comment on fait et comment font les autres pays? D'abord, on est bien organisé. On a les structures. On a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, comme en France, comme en Europe, il y a l'ANSSI. La question que, en tant que secteur privé, je me pose, chaque année, je regarde un peu le budget de l'ANSSI. Et là, je découvre que, il ne s'agit pas d'avoir des ingénieurs, là où les gens peuvent être très bons. Mais si on n'a pas les moyens de nos ambitions,
سامحني. C'est quelque chose, un pays comme la Tunisie, il faut le comparer avec des pays similaires, comme le Portugal, comme le Luxembourg. Des pays et on vérifie combien eux mettent comme budget l'ANSI. Et ce n'est pas le recrutement d'ingénieurs. Hein. C'est pas une question de ressources humaines, c'est plutôt une question de moyens financiers. Moyens, des centres de laboratoires de recherche. J'annonce qu'il y a 2 jours, il y a un fonds européen d'à peu près 500 millions de dinars pour les start-up cybersécurité. Donc l'ANSI doit donner une vision, doit créer des centres, doit travailler avec le secteur privé et doit lancer des startups pour l'innovation de la cybersécurité. L'Europe le fait, tous les pays le font, l'Espagne le fait, le Portugal le fait, l'Italie le fait. Il ne s'agit pas de recruter des gens et d'aller voir pour dire sensibiliser sur la sécurité. C'est déjà dépassé. Aujourd'hui, il faut des moyens, il faut mettre des fonds. Pour ça, il faut créer des startups pour la cybersécurité et faire en sorte que l'écosystème travaille pour protéger le pays face aux invasions, aux attaques de l'extérieur. Où est-ce qu'on peut chercher ces fonds? Les fonds, écoutez, il y a des fonds partout. Hein. Les fonds, il faut d'abord mettre la vision, négocier avec les fonds. La Banque mondiale est là, la BAD est là. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des fonds pour l'éducation, il y a des fonds pour la santé, il y a des fonds, mais il n'y a pas de fonds pour la cybersécurité. Personne ne le négocie. Il faut négocier un fonds pour la cybersécurité. On a le fonds des fonds avec les règles. Il n'y a pas la stratégie de cybersécurité pour créer des startups, pour créer des entreprises. Ces entreprises, ce n'est pas le secteur privé. Public ou privé. Les entreprises du secteur privé sont tunisiens. Ils vont travailler avec l'ANSI pour protéger la STEG ou le col. Donc aujourd'hui, on est passé à un monde où il faut travailler en collaboration et en intelligence collective. L'ANSI, comme la NCE d'ailleurs, comme c'est des organismes de gouvernance et ils sont là pour réguler le marché, derrière, il faut que le secteur privé se développe à travers des fonds pour que le secteur de la cybersécurité se développe. Samahni, si Karim jbet على le fond des fonds, vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris, hein, Kenral Tassalahli, vous êtes en train de dire que dans ce fonds-là, il faut consacrer peut-être une partie pour financer des startups spécialisées uniquement en cybersécurité, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Comme fait l'Europe, comme fait la France. Hier, c'était 175 millions d'euros pour un fonds pour les startups de cybersécurité. Parfait. On ne peut pas parler start-up, cybersécurité sans parler transformation digitale. Tout à fait. Donc, كيف نبداو احنا sur une entité X. Elle est sur un projet de transformation digitale. Oui. À quelle phase بالضبط في le projet il faut penser à la cybersécurité? Dans les années 90, voire 2000, nos banques, moi je travaillais dans plusieurs banques, on installait les réseaux, les systèmes d'information et on mettait une équipe de cybersécurité pour protéger par la suite. C'était bien, même très bien, jusqu'aux années 2012-2013. Aujourd'hui, je risque de choquer en disant que tout développement d'un nouveau produit doit être réfléchi en sécurité au moment de la conception. Ce qu'on appelle en termes dans le jargon des professionnels le secure by design. Donc, مش نحطوا la sécurité à part ونخليو les développeurs informatiques يعملوا les applications de transformation. Ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il faut que la sécurité soit réfléchie en même temps que la conception, si on veut créer de nouveaux produits, que ce soit dans les logiciels ou dans l'industrie 4.0, quand on parle d'Internet des objets, des robots, etc. La sécurité doit être réfléchie en même temps que la conception du produit. Voilà, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. À la Silicon Valley, on ne sous-traite pas le code. Parce que, juste pour expliquer, on a plusieurs entreprises qui ont travaillé dans les années 2000, etc., dans le secteur du numérique, qui font de la sous-traitance de logiciels pour des organismes européens.
les industries qui se développent et qui sont en train de transformer le monde, je parle de Netflix, je parle de Uber, je parle de, bien sûr, Facebook, Google, etc., ne sous-traitent pas leur code. Parce que dans le code, il y a la cybersécurité. Je tiens à rappeler que l'attaque qui s'est à la Facebook, Cambridge Analytica, Oui. pour avoir les données, c'est une attaque qui a été dans la cybersécurité. Ils ont attaqué, je ne vais pas utiliser les termes techniques, les API de Facebook pour ramener les données et utiliser les données de Facebook. C'est pour ça que Zuckerberg est allé s'expliquer, parce qu'il s'est fait lui-même attaquer les données. Donc, si les entreprises nouvelles réfléchissent à la cybersécurité parce qu'ils doivent avoir du code propre et sécurisé. Ils ne le sous-traitent pas. Donc aujourd'hui, pour répondre à la première question, la sécurité doit être réfléchie au début parce que le plus important dans une application Netflix ou une application Uber ou autre, c'est l'application qui est sécurisée, elle n'est pas sous-traitée. Donc, et la cybersécurité, elle est réfléchie code par code, ligne par ligne, on réfléchit à la cybersécurité. Parfait. On revient après la pause. DigiClub Podcast. رجعنا معاكم في ديجي كلوب ومعنا سي كريم محرز. Donc vous êtes chef d'entreprise Netcom et vice-président de Connect Digital. Tout à fait. Donc avant la pause, si Karim, on a beaucoup parlé de cybersécurité, de l'état des lieux FITOUNS, un peu ce que la stratégie nationale interne لازم يكون موجود فيها comme outil. On a abordé aussi la question des moyens financiers parce que heureusement pour nous, les ressources humaines موجودين ou les compétences موجودين. Et vous avez évoqué aussi la question des grosses attaques notamment l'attaque sur Facebook. Et là, je voudrais en fait revenir un peu sur la petite guerre, justement, ou la grosse guerre qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, et les questions d'espionnage éventuellement qu'il évoque en quelque sorte, pour expliquer cette guerre liée au final, c'est plutôt commercial et économique. Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre, je crois, et bien expliquer ce que c'est cette guerre. En fait, aujourd'hui, aussi bien l'Europe que l'Afrique, malheureusement, on est face à une vraie guerre entre l'Est et l'Ouest. Si je peux résumer facilement, le côté américain, c'est plus les GAFAM et les data. Donc, c'est des gens qui ont déjà les datas. Si on parle Google, beaucoup de gens utilisent Gmail, Google, la géolocalisation interne. Absolument. Donc, on est déjà, nos données sont déjà chez les GAFA. Alors, c'est normal et c'est des guerres économiques que les Américains, les Européens qui défendent leur technologie vont dire que les technologies chinoises aussi, c'est des technologies qui nous prennent nos datas. C'est aussi juste, hein, si on ramène les équivalents de Google, Baidu, oui. ou l'équivalent de Amazon, Alibaba ou Alipay. Mais en fait, la guerre cache quelque chose. Essentiellement, on le voit, les stratégies d'infrastructure, de 5G, etc. En fait, si je vois un peu ce qui se passe, je vois que réellement, la Chine est en train de se développer dans son monde à elle. C'est un marché important pour elle. Mais dans le côté infrastructure, elle a pris beaucoup d'avance. Notamment Huawei avec la 5G, etc. Et dans de bonnes guerres, il faut travailler pour bloquer le concurrent, le temps de rattraper. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de communication autour de l'espionnage. Les Chinois vont nous espionner. Tout à fait. Très sincèrement, c'est normal que l'Europe réfléchisse comme ça, que les États-Unis réfléchissent comme ça. Mais par rapport à l'Afrique et par rapport à nous, réellement, il faudrait peut-être se dire que nous, on n'a pas d'industrie 5G à défendre, réellement. Donc, pourquoi ne pas, au contraire,
assurer sa cybersécurité et travailler sur la cybersécurité avec justement des gens comme Huawei pour justement avoir sa cybersécurité chez soi et avoir la souveraineté de nos données. Contrairement à ce qu'on pense. Et là, la différence entre l'Ouest et l'Est, c'est qu'un constructeur comme Huawei, par exemple, propose de donner des clouds locaux pour des données locaux. Ce que ne fait pas Google. Ce que ne font pas les autres. Nos données sont chez Microsoft à l'extérieur. Par contre, à Huawei, on peut négocier avec eux pour que notre cloud national soit ici, l'infrastructure soit ici, et on contrôle d'ici 2040 nos données. Donc, il y a une vraie guerre technologique. Et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Et la vraie guerre n'est pas Android ou téléphonette. C'est une guerre profonde, une guerre d'économie. Oui, je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on continue à être les consommateurs de technologie. On a des opportunités. La 5G est une opportunité pour l'industrie 4.0, pour la télémédecine. C'est des choses qui vont faire que nos médecins resteront en Tunisie et feront de la téléchirurgie en Afrique. Aujourd'hui, la 5G nous offre des possibilités énormes d'emploi et de création de valeur. On veut que nos médecins reviennent. On veut que nos ingénieurs travaillent ici, à travers les réseaux, pour attaquer d'autres marchés. Moi, je dis l'Afrique, mais croyez-moi, les opportunités existent en Europe, en Espagne, au Portugal. Donc, c'est une course. Moi, je dis c'est une course de Formule 1. Et les ingénieurs, c'est du sport de haut niveau. Les premiers sont ceux qui vont gagner la partie. Ceux qui vont gagner aujourd'hui, et d'ailleurs il y a une phrase là-dessus, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont les plus rapides, c'est pas ceux qui sont les plus gros. Donc j'attire l'attention sur la vision du gouvernement. Et la Chine et l'Asie sont en avance. On peut très très bien négocier avec eux pour travailler en Afrique ensemble et traiter ici avec nos universités pour créer des gens qui font des cursus de formation capables d'aller sur des technologies qui sont nouvelles et protéger ces technologies-là. Parfait. Et sinon, justement, on a vu que de toute façon, Huawei est quand même un acteur engagé aux côtés de l'État tunisien depuis quelque temps. Il y a beaucoup de choses qui se font à plusieurs niveaux. Mais Elium, concrètement, en termes de stratégie nationale cybersécurité, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en tant qu'équipementier? Oui, contrairement à peut-être... d'abord, ils ont un bureau en Tunisie, ils sont 200 personnes, ils sont présents dans les opérateurs. J'ai vu récemment qu'il y a eu une réunion avec le président de la République pour un centre d'innovation. J'ai essayé d'attirer l'attention sur la cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité n'a pas de frontières. On peut créer des centres qui peuvent protéger des opérateurs à Abidjan, qui peuvent au Sénégal, etc. Moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que si on peut très très bien demander à travailler, puisqu'on est en train de former une trentaine d'ingénieurs à Subcom, ici même au Parc Technologique, d'augmenter le nombre d'ingénieurs, mais traiter avec Huawei pour créer ce qu'on appelle des centres de sécurité pour les opérateurs et faire en sorte que les ingénieurs tunisiens soient les premiers à être certifiés sur les technologies Huawei. Comme ça, quand Huawei vend un réseau au Burkina Faso ou au Mali 5G, les gens qui sont là pour la cybersécurité, ça peut se faire en étroite collaboration et arrêtons de regarder le territoire tunisien avec le blocage. Aujourd'hui, la cybersécurité n'a pas de frontières. Le numérique n'a pas de frontières. Donc, réfléchissons avec ces constructeurs, justement, pour qu'on négocie, on travaille ensemble sur des réseaux en Tunisie, mais en parallèle, vous nous formez pour qu'on travaille en étroite collaboration dans d'autres pays. Ça ne concerne pas que la cybersécurité. La technologie dans la transformation digitale, puisqu'on parlait tout à l'heure de transformation digitale, à tous les secteurs. Elle touche à la santé, elle touche à l'agriculture, etc. Alors, imaginez qu'on travaille avec Huawei, par exemple, sur la santé. Sur la santé. Et quand nos médecins deviennent numériques pour la téléchirurgie avec Huawei. Si Huawei demain vend un hôpital en Angola,
et qu'elle a des médecins prêts à faire fonctionner la télémédecine, elle va les prendre du continent africain. Elle va pas ramener des Chinois. C'est clair que aujourd'hui, il y a de vraies opportunités devant nous à travailler avec la Chine pour développer le know-how, le savoir-faire dans différents domaines et travailler avec eux parce qu'ils vont يبيعوا la 5G, احنا نخدموا معاهم dans les différents domaines. Et là, je voudrais rebondir aussi à un petit aspect ou à un grand aspect. J'approuve entièrement ce que vous dites, Sikalim, surtout que, justement, on a vu que Huawei, elle travaille beaucoup depuis quelque temps sur la transparence. Ils ont ouvert des centres un peu partout. اليوم تنجم تمشي un centre de transparence de Huawei pour tester les technologies, voir comment elles fonctionnent, être formé éventuellement sur le fonctionnement de la chose. Donc, je pense que cela envoie peut-être un signal quand même positif, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors, vu l'attaque il y a quelques années, 3 ans des États-Unis face à Huawei, ils ont investi pour dire là où ce qui se dit n'est pas juste. Venez tester, on investit, c'est la totale transparence. Venez tester, nous on n'est pas là pour espionner ni pour nous prendre. Ça peut se faire par d'autres organismes en Chine. Hein. Je suis pas en train de dire que la Chine n'est pas... Non, il y a des organismes, c'est l'intelligence économique, elle est là. Il faut savoir, chaque pays doit savoir se sécuriser intelligemment. Il faut être assez intelligent pour savoir qu'on a des ingénieurs qui peuvent suivre toutes les trames qui sortent du pays et savoir qu'on a été espionné ou là. Encore une fois, je dis que la cybersécurité fait partie de la stratégie nationale de souveraineté. La cybersécurité, on peut très bien travailler avec Huawei et avec d'autres, mais avec Huawei, tout en gardant la cybersécurité et la souveraineté chez nous. Parfait. Et en termes de normes, Sikalim, on a vu que quand même Huawei elle a adopté les normes de cybersécurité pour la 5G, le NESA, c'est bien cela? Oui, alors il y a des normes au niveau mondial, mais récemment, moi j'étais sur un salon d'IoT et de 5G en Europe parce que les salons en présentiel reprennent, tant mieux pour nous, le monde reprend. Il y a des normes qui sont encore pas là, même pas en Europe. Alors. Moi, j'ai la norme EN 303 645 qui sera opérationnelle en Q2 2022. Donc, alors quand on parle de normes, c'est important. Quand on parle de normes, oui, l'infrastructure Huawei est conforme aux normes. Aujourd'hui, si on n'est pas sur ces normes-là, les sous-traitants d'automobiles, les câbles ou les sensors, demain, s'ils veulent vendre à leurs fournisseurs, ils doivent eux-mêmes être normalisés. Je ne parle pas de télécom. La 5G, c'est pas des télécoms, Bark. La 5G, c'est l'industrie 4.0, c'est l'usine connectée, c'est la téléchirurgie, c'est l'agriculture connectée. Il y a quand même les normes. Nos industriels de demain vont faire des produits qui ne seront pas normalisés Internet des objets. Et du coup, on ne pourra pas les vendre. Bien sûr qu'on ne pourra pas les vendre parce que on pense que la 5G, c'est le téléphone. Bien sûr. En attendant que la 5G arrive pour les téléphones, et génère dans les parcs technologiques, on les installe en 5G pour laisser les industriels travailler sur l'Internet des objets, sur la conformité, ils hadrou leurs outils pour que demain, s'ils veulent vendre en Europe, en Allemagne, etc., ils sont prêts. Les technologies ou les normes. Donc, voyez la vitesse avec laquelle les technologies sont en train d'avancer. Malheureusement, on raisonne 5G. On voit que c'est l'évolution de la 4G qui m'a خممنا ما بين 3G ou le 4G. استناو في فيلم باش يجي فيه ساعة صحيح باش يجي 10 fois plus rapidement le film باش نشوفوا حاجات extraordinaires باش نشوفوا الرياليتي virtuelle. Mais alors la 5G c'est pas du tout ça. C'est une vitesse qui va être augmentée mais c'est 1 million d'internet des objets au kilomètre carré. C'est des villes intelligentes. Tout est connecté dans une ville.
On parle d'edge computing, plus de cloud computing. Chaque région doit avoir son support pour gérer la région. Toutes les villes deviennent intelligentes. Regardez ce qui se passe en Asie. Moi, j'invite tous les gouvernements à aller visiter l'Asie. Allez regarder comment Shanghai, tout est, on paye avec le visage. C'est hors norme. Même, moi je vous dis, je vais à la Silicon Valley, même la Silicon Valley observe ce que fait la Chine. Mais il risque d'y être quand même. Qui fait? On a quand même, je trouve, à mon sens, qu'il y a quand même des réticences parce que il y a de la réticence du fait que, généralement, on a peur du changement. C'est humain d'avoir peur du changement, mais on vit le début d'un nouveau siècle. Et d'ailleurs, on est devant un mur de pourquoi nos ingénieurs partent, pourquoi nos médecins partent. C'est normal. Quand l'administration, on fait tout, et tout le monde fait tout pour essayer de bloquer les drones, par exemple. Et pour moi, la loi sur les drones, avec 90 articles, c'est tout sauf installer un drone. C'est l'agriculteur qui a besoin de drones et les gens. C'est pas. Alors, il faut être un pilote pour gérer, pour répondre aux besoins de la loi. Donc, très sincèrement, vous me ramenez au discours un peu politique de vision qu'on a essayé de faire en 2013-2014. Aller dans le numérique, c'est une vision. C'est on veut y être. Voilà, on ne veut pas y être. Si on veut y être, mais on réfléchit en mode linéaire. En mode linéaire. حتى نكملوا 5G باش نعمل. على خاطر ما كملنا احنا وفهمنا الا ما غلبونا الدول الاخرى وفي الاخر هما يبيعونا. Alors qu'on a les compétences pour que justement, si la vision est juste et qu'on a compris où on est, donc on peut très rapidement être dans la course. Et le monde nous donne cette opportunité d'être dans la course. Les technologies nous offrent l'opportunité. Moi, il y a 3 ans en Afrique, j'ai été invité à une conférence, même pour l'Afrique. Je dis, sincèrement, on parle de cybersécurité aujourd'hui, la blockchain. C'est un réseau de cybersécurité décentralisé. Depuis l'époque, je dis, réfléchissez à blockchain, crypto-monnaie, je parle des smart contracts entre les pays pour faire du peer-to-peer. C'est vrai qu'on a tendance à associer aux crypto-monnaies alors que c'est pas le cas. Ce qui a été dit il y a 3 ans, il faut attendre que Facebook lance sa monnaie en blockchain pour que les gens réagissent. Si on veut être dans la course et on veut être agile, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, avoir une vision et prendre des risques. Alors, en Chine, la lettre risque en Chine, la lettre risque, c'est elle-même la lettre opportunité. Ça dépend d'où on la regarde. هي بيدها نقراوها ريسك انت كانك انت كلك ريسك باش تقراها ريسك وكانك كلك opportunité باش تقراها opportunité. Donc le problème n'est pas dans la lettre, il est en toi. Et eux regardent, le risque, c'est une opportunité. Moi, je dis que la cybersécurité aujourd'hui, si on réfléchit bien, c'est pas pour se protéger ou pour la souveraineté. Je rappelle ce qu'a dit un grand général, les forteresses sont les tombes des armées. Quand on se protège. Mais aujourd'hui, il faudrait réfléchir à ce que la cybersécurité, mais en même temps à être les plus rapides pour exporter le know-how, le savoir-faire, etc. Et ça devient une opportunité, puisque le dernier chiffre que j'ai, on a un besoin de 3 millions d'ingénieurs de cybersécurité dans le monde. أنا في عام 97 عملت conférence في اللينيت قلت réellement c'est une opportunité pour la Tunisie, faites quelque chose, en 97, faites quelque chose dans la cybersécurité. À cette époque, Israël n'avait pas démarré. Ils sont leaders là, dans la cybersécurité. Donc c'est une question de vision. Où on veut aller, dans quelle technologie on veut investir et avec qui. On est un petit pays. Il faut quand même des partenaires. Il faut des partenaires. Huawei peut en être un, mais avec des négociations.
où nous des ingénieurs en cybersécurité, où est-ce qu'on peut travailler ensemble, combien de ressources on peut faire travailler, et en même temps, on négocie la 5G, mais en même temps, on a 300 مهندس نخدموه مع بعضنا في cybersécurité, ونحبوا, j'utilise, nos universités de médecine soient équipées en téléchirurgie, ماذا بينا طبتنا زادا يستعملوا les outils نتاعكم pour faire de la téléchirurgie demain et rester en Tunisie pour faire de la téléchirurgie ailleurs. Ça peut se faire avec Huawei. Bien, donc je pense plutôt bon. C'est un sujet très vaste, mais je pense qu'on a fait quand même un tout petit peu le tour. Donc si vous avez éventuellement un dernier message à faire passer, c'est Karim. Voilà, le message, moi, c'est ce que je viens de dire. La cybersécurité, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité, pas un risque. Le fait de savoir se protéger, former des ingénieurs, peut nous donner la possibilité d'être vraiment très présent dans l'axe de la cybersécurité pour beaucoup d'autres pays, et notamment si on est avec des constructeurs comme Huawei qui vont être présents sur la 5G, puisque la 5G va offrir de nouvelles technologies, l'Internet des objets, la télémédecine, l'agriculture connectée, l'énergie renouvelable, tout va être connecté. Donc c'est une opportunité de préparer des ingénieurs cybersécurité et d'être les leaders avec Huawei dans le domaine de la cybersécurité. Merci beaucoup, c'est Karim. Donc, je rappelle le titre متاعك, donc chef d'entreprise Netcom et vice-président de Connect Digital. Inch'Allah نشوفوك بحثنا عن قريب. Merci pour l'invitation. Merci. C'était tout donc في ديجي كلوب اليوم. نتلاقاو في الحلقة الجاية. ديجي كلوب مع وليد نفاتي.